Aujourd'hui, avec la transition écologique qui est devenue un ministère d'État, cette journée tombe à pic d'un point de vue politique. Depuis très longtemps, No Man's Land se rapporte bien évidemment au territoire, à l'histoire, au droit, bref, à l'ordre général du politique. Il est donc essentiel pour l'Institut ACT de retrouver, permettez-moi le jeu de mots inévitable, son âme, art, mondialité, environnement. Et ce programme de recherche, associé à notre équipe Arts et Sciences, est pour nous d'ores et déjà une priorité, puisque c'est un programme qui va se dérouler sur plusieurs années et qui va vivre la transition aussi de l'Institut ACT, d'une équipe de recherche pluri-équipe à une structure multi-thème. Donc on pourra avoir ce programme tout à fait intégré dans l'un des thèmes importants des 5 thèmes de l'Institut ACT. Vous savez, en peinture, on parle de réserve ou de lacune. Moi, je ramène toujours tout à la peinture. Et ça désigne des zones non couvertes par le médium et qui, à la fin, paraissent à la fois opaques et lumineuses. C'est cette opacité saturée de sens qui sera, je pense, explorée au cours de cette journée. Dès que l'on réfléchit un peu à la fois à la puissance signifiante de cette locution négative, No Man's Land, on y trouve autant d'occurrences syntagmatiques que toutes sortes de voies métaphoriques, autant une expression d'ordre technique que saturée d'images. Mais quels qu'en soient les usages, cette locution résiste et semble ne pas se démoder. Je suis allé, par curiosité, regarder le Robert historique de la langue française, où l'emprunt à l'anglais pour No Man's Land est daté de 1916, et pour cause. Et je lis terrain, land, n'appartenant à personne, no man's, pas un homme, désignant à l'origine, mais là en 1320, un lieu d'exécution au nord de l'enceinte de Londres. Ici est déjà pointé un sens tragique. Pendant la Première Guerre mondiale, tout le monde le sait, le No Man's Land était la zone située après les barbelés, entre les deux tranchées opposées. Un No Man's Land a ainsi été établi sur le front de l'Ouest pendant la guerre des tranchées. Toujours selon Robert, elle a pris un sens figuré, le sens de zone neutre entre deux groupes opposés. Et là, c'est en 1948. Alors vous connaissez tous les tristes exemples dont la liste serait ici interminable et dont quelques-uns seront sûrement évoqués au cours de cette journée, notamment selon l'expression consacrée, ce qu'on appelle zone démilitarisée. Rappelons-nous le rideau de fer entre l'Occident et le bloc de l'Est, une zone interdite de 5 km à l'arrière de celui-ci lors de la guerre froide, avant la chute du mur de Berlin. Aujourd'hui, l'un des derniers No Man's Land restant étant la zone coréenne démilitarisée de 4 km de large qui sépare les deux Corées. Au risque de paraître un peu cuistre, on aurait pu aussi intituler cette journée Terra Nullius. Car littéralement, Terra Nullius est une locution latine fameuse qui signifie justement terre n'appartenant à personne. Selon différentes sources historiques et juridiques, l'expression trouve son origine et son emploi en droit international dans la bulle papale Terra Nullius du pape Urbain II en 1095, qui autorisa les États chrétiens européens à s'approprier les territoires occupés par les non-chrétiens. À une époque où l'Église était la référence pour l'ordre international de l'Occident chrétien, ce fut le cadre juridique dans lequel furent érigés les États latins d'Orient pendant les croisades à partir de 1096. Bon, je passe au XIVe et XVe siècle, les pays occidentaux reconnaissaient encore au pape une autorité suffisante pour trancher de la souveraineté d'un territoire reconnu comme Terra Nullius. C'est dans ce sens que l'on peut comprendre la bulle Inter Caetera du pape Alexandre VI, organisant la division des terres du Nouveau Monde
entre les royaumes d'Espagne et du Portugal. Pendant le XVIIIe siècle, le principe a été utilisé pour donner une force légale à la colonisation de terres occupées par des peuples n'ayant pas d'organisation étatique ou de système de propriété organisé. Était considéré terra nullius, la terre non cultivée par les habitants dits indigènes. Cette terre n'était pas cultivée, elle n'était pas considérée comme utilisée à bon escient. Ceux qui ont fait l'effort de la cultiver ont conséquemment le droit de propriété sur elle. Le principe de terra nullius a servi de justification à la colonisation de nombreuses régions du monde, comme le partage de l'Afrique par les puissances européennes à la conférence de Berlin en 1885. Le principe de terra nullius fut invoqué pour justifier la colonisation de l'Australie par les Britanniques et l'expropriation des terres aborigènes. Les aborigènes, en effet, ne cultivaient pas la terre, mais leur culture et leur identité étaient et sont inextricablement liées à leurs terres ancestrales. C'est qu'en 1992, oui, vous entendez bien, 1992, que la Haute Cour d'Australie invalida rétroactivement cet argument et proclama que l'Australie n'avait jamais été terra nullius. Cette interprétation extensive sera battue en brèche après le traité de Saint-Germain en 1919, qui consacra en droit international le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. En application de ce principe, il ne peut plus exister de terra nullius à partir du moment où il existe une population autochtone. En revanche, il peut continuer à être appliqué sur les terres désertiques. Historiquement, encore faut-il que ces terres désertiques soient inhabitées. Historiquement, le scénario de prise de possession d'une terra nullius a consisté dans l'action d'un ou plusieurs citoyens mandatés officiellement par un pays, généralement un explorateur ou une expédition militaire, qui met le pied sur le territoire et y planta un drapeau marquant la souveraineté revendiquée. Depuis le XIXe siècle, néanmoins, la nation qui revendique la souveraineté sur une terra nullius doit démontrer qu'elle la considère véritablement comme une partie de son propre territoire, qu'elle administre et sur lequel elle exerce effectivement sa souveraineté et fait régner sa loi par des actes concrets. On ne pourrait pas dire que les Américains, plantant un drapeau sur la Lune, tout à coup en seraient les possesseurs. En outre, une publicité suffisante doit être donnée sur cette revendication pour qu'elle soit acceptée au moins implicitement par les autres pays. Certaines terrae nullius sont protégées par les conventions internationales, et ça nous intéresse en particulier, et ne peuvent pas faire l'objet d'appropriation. C'est le cas de l'Antarctique, ainsi que des corps célestes. Terrae nullius ou no man's land, et la distinction serait intéressante à étudier, et parfois, parce qu'elle est parfois contradictoire, nous voyons combien ces locutions sont éminemment politiques. Il suffit de penser à la haute mer, espace qui représente 55% de la surface du globe pour en mesurer l'importance. Ces dernières années, les terres contaminées de Tchernobyl et de Fukushima constituent de nouveaux exemples. Inédits quant à leur apparition, elles sont, entre guillemets, sanctuarisées pour longtemps par la force des inconsciences énergétiques de groupes irresponsables. Elles ne sont d'ailleurs pas tout à fait inhabitées. À l'opposé, au milieu de l'Atlantique, s'est formé le continent des déchets que la prospective architecturale tente d'investir en termes de création insulaire. C'est dire que la question de la sanctuarisation à l'heure de l'Anthropocène se heurte à des intérêts considérables et que les artistes contemporains, dont la vocation est de se mêler de tout, c'est ce que Sartre disait de l'intellectuel, doivent s'associer aux scientifiques, mais aussi s'adresser aux électeurs et à leurs enfants. L'art, le droit, la géohistoire et l'économie politique nous le démontrent. Nous sommes embarqués au sens pascalien du terme. Et je reviens à la peinture, pour finir. Est-ce de la réserve ? Est-ce avec Mallarmé, ce vide-papier que la blancheur défend, que l'on peut espérer une issue ? On le voit par la diversité des communications au programme aujourd'hui, que les approches sont aussi variées que stimulantes pour la création. Bon colloque.